Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce mercredi 4 janvier. Le dernier adieu à Monseigneur Barsi, ses obsèques ont été célébrées ce matin en la cathédrale de Monaco en présence du couple princier et de plusieurs centaines de personnalités et de fidèles. La jeune chambre économique de Monaco a une nouvelle présidente. Marie-Gisèle Fringant sera en duplex avec nous et nous dévoilera ses ambitions et ses priorités. Monte-Carlo a désormais sa guitare et elle est électrique. Nous avons rencontré son créateur, un enfant du pays, qui nous a réservé ses premières notes. Julie Depardieu à l'affiche de 2 spectacles en 2 jours. Le premier cet après-midi à l'Auditorium Régnier 3 et l'autre demain soir au Théâtre Princesse Grace. Elle sera notre invitée. Monseigneur Barsi repose désormais dans le caveau des évêques en la cathédrale de Monaco. Ce matin, les Monégasques lui ont rendu un dernier hommage, au premier rang desquels le couple princier que Monseigneur Barsi avait accompagné dans les moments les plus marquants. Christine Datomel et Thomas Deus ont assisté aux obsèques. Aujourd'hui, la principauté tout entière pleure l'ancien archevêque de Monaco, Monseigneur Bernard Barsi. Je me trouve actuellement devant la cathédrale, lieu où vient de se tenir les obsèques. Le prince souverain, accompagné de son épouse, la princesse Charlène, de sa sœur, la princesse de Hanovre, de sa cousine, Madame de Massy, et de l'ensemble du clergé de la principauté, participer bien sûr à cette messe, tout comme les fidèles, pour rendre un dernier hommage, un dernier au revoir à Monseigneur Barsi, un homme qui était extrêmement apprécié en principauté pour ses nombreuses qualités d'âme. C'est un homme, je crois, de qualité, un homme qui a su se faire proche de tous. Et ici à Monaco, les avis sont unanimes, quelles que soient les situations, les responsabilités qu'ont pu avoir ces personnes qui ont croisé son chemin, ils reconnaissent tous qu'il a su se rendre accessible, qu'il était à l'écoute, qu'il était fidèle en amitié, qu'il savait trouver des moyens de manifester de manière discrète mais réelle son attachement aux personnes, sa compassion dans les moments difficiles, les moments d'épreuve, et puis sa persévérance. 20 années comme évêque, archevêque de Monaco, là aussi il a eu le temps de marquer dans la durée tous ceux qui ont pu bénéficier de son aide. L'immense foule qui a souhaité rendre hommage à Monseigneur Barsi, une foule très diverse, très mixte, enfin très mélangée, de tous ceux qui ont croisé son chemin, qui ont bénéficié de son aide, de ses conseils, de sa prière. Donc je crois beaucoup de ferveur, beaucoup de confiance aussi, de paix, de gravité, parce que c'est toujours un moment douloureux. Je pense en particulier à sa famille, mais aussi un moment où l'espérance n'a pas manqué, un moment aussi plein de lumière et j'espère de réconfort pour tous ceux à qui il va manquer. Monseigneur Bernard Barsi a donc été inhumé dans l'intimité, dans le caveau des évêques. Après Monseigneur Sardou, il est le second archevêque de la principauté à être inhumé au sein de la cathédrale. Monseigneur Bernard Barsi laisse derrière lui le souvenir d'un homme bienveillant. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle présidente pour la jeune chambre économique de Monaco et elle est en duplex sur Monaco Info. Bonsoir Marie-Gisèle Fringant. Bonsoir Sébastien. Vous étiez jusqu'ici vice-présidente en charge du développement de l'entreprise. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre de nouvelles responsabilités ? Écoutez, le poste de président à la jeune chambre économique de Monaco n'est jamais une fin en soi. C'est surtout un honneur puisque nous sommes élus par nos membres. Et je pense que les valeurs que j'ai acquises depuis 2017 en intégrant le mouvement m'ont permis de me développer tant personnellement que professionnellement. Et c'est pour cela que les membres me font confiance pour les représenter et les amener tout au long de l'année vers l'excellence et le professionnalisme. Quelles seront vos ambitions et votre priorité en cette année particulière, celle du 60e anniversaire de la jeune chambre économique ? Alors, comme vous l'avez évoqué, c'est une année très particulière. Nous la commençons sur les chapeaux de roue le premier week-end de février 2023, du 2 au 5, puisque nous accueillerons la réunion des présidents européens de JCI, de la Junior Chamber International.
Et j'aimerais que nous profitions de cet élan pour exposer nos entrepreneurs et nos leaders de la place sur la scène internationale, puisque de facto, nous sommes affiliés à la Junior Chamber International, qui elle-même a un statut consultatif auprès de l'UNESCO et du Conseil de l'Europe. Vous nous rappelez le rôle, les missions, les objectifs de cette chambre ? Alors, la mission de la Jeune Chambre économique de Monaco est de développer l'attractivité économique du territoire. Et plus généralement, JCI a pour objectif de développer des leaders pour un monde en perpétuel changement pour des actions positives. Oui, une jeune chambre très dynamique. Combien de membres et quelles sont les conditions pour adhérer ? Alors, aujourd'hui, nous comptons une 60aine de membres. Je dois vous avouer qu'il y a une belle liste de recrutement qui est encore en cours. Donc, c'est très enthousiasmant pour les années à venir. Et le processus de recrutement, il suffit d'aller sur le site de la Jeune Chambre économique, jcemonaco.mc, sur lequel il y a le formulaire d'inscription avec toute la démarche de recrutement. Et on précise qu'il faut avoir moins de 40 ans, c'est ça ? Tout à fait, il faut être âgé entre 18 et 40 ans, mais je tiens à préciser que la vie du membre de la Jeune Chambre ne s'arrête pas à 40 ans et c'est d'ailleurs un axe de développement que je vais mettre en avant cette année puisque j'aimerais réintégrer les alumni, c'est-à-dire les anciens membres qui ne sont pas forcément sénateurs, mais qui ont contribué à amener la Jeune Chambre économique de Monaco au niveau d'excellence qu'on connaît aujourd'hui. Et on suivra sur Monaco Info l'actualité de cette jeune chambre économique qui participe donc au dynamisme de la principauté. Merci Marie-Gisèle Fringant. Merci Sébastien. Après les maternelles et les écoles primaires, hier un point ce soir sur les inscriptions pour la rentrée scolaire 2023-2024 dans les lycées. Elles se font dès maintenant sur le téléservice pour le lycée Albert Ier et le lycée technique et hôtelier de Monaco et sur rendez-vous à l'institution François d'Assise Nicolas Barré. Si vous êtes jeune musicien et chanteur âgé de 13 à 25 ans, c'est le moment de candidater pour la première partie du M6 Summer de juillet prochain. Vous avez jusqu'au 27 mars pour envoyer votre bio, des photos et une vidéo. Et pourquoi pas monter sur scène avec une guitare électrique Monte Carlo effet garanti. Un enfant du pays, célèbre youtubeur, vient de créer sa propre marque et son propre modèle. Reportage en musique de Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet. Florent Garcia est un des youtubeurs les plus célèbres de France dans son domaine. Spécialiste de la guitare, musicien, compositeur, professeur, Florent a effectué sa scolarité en principauté, notamment à l'Académie Régnier III. Du haut de ses 224 000 abonnés, il a décidé de se lancer un défi avec son ami luthier Adrien Panco. Un défi au départ sous forme de plaisanterie qui vient de se concrétiser. Créer une marque, Céleste, et un modèle de guitare électrique, la Monte Carlo. Un peu comme une blague, on s'était dit ça serait marrant un jour qu'on fasse une guitare entière ensemble. Mais c'était vraiment juste une idée balancée comme ça. Et puis il y a eu le confinement. Et forcément, pendant le confinement, on cherche des idées, on cherche de quoi s'occuper, on s'appelait de temps en temps. Et à force de faire la blague, faudra qu'on fasse une guitare, c'est plus devenu une blague. Et on a commencé à bosser vraiment sur un modèle. En fait, on a conceptualisé la guitare quand j'habitais à La Turbie encore. Et donc, on était en terrasse à La Turbie, la vue sur Monaco. Et on se demandait, mais comment on pourrait bien l'appeler, cette guitare ? Et en fait, juste le fait qu'on ait cette approche un petit peu de luxe, c'est une guitare qui est haut de gamme parce que, de par les matériaux qu'on utilise, de par l'approche qu'on a eue, c'est forcément une guitare qui est haut de gamme. On parlait aussi forcément de matériaux liés à l'automobile parce que, c'était pas loin de la course de F1, tout ça. Et il y a des matériaux et des formes qui sont inspirés justement de ça aussi sur la guitare. Et logiquement, bien sûr, tout de suite, on s'est dit, on va l'appeler la Monte Carlo. Donc la MC1, c'est le premier modèle qui sort. Elle est belle, elle a un beau son, elle a un beau nom. Pour Florent Garcia, qui a une certaine exigence, la Monte Carlo a été créée sans compromis, en rassemblant le meilleur de toutes les guitares sur lesquelles Florent a joué. Elle a un spectre large et peut correspondre à plusieurs styles, que ce soit par exemple du blues, du rock, voire même du métal. Ce qu'on voulait, c'est un peu le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire une guitare qui est à la fois ce côté un petit peu vintage, qu'on recherche tous en fait dans une guitare. C'est une forme qui est légèrement inspirée de Fender. Les micros, c'est pareil, c'est un son qui est un petit peu Fender, donc qui est une marque très connue dans la guitare, qui a un son très, très claquant, très clair.
clair. Et à la fois, on ne voulait pas refaire une énième Stratocaster, une énième Telecaster. Donc, on voulait cette approche assez moderne, assez épurée aussi. Tu vois, c'est une guitare qui n'a pas forcément des fioritures qui sont complètement folles partout. On voulait quelque chose de très clean, qui soit à la fois utilisable en live, en studio, vraiment partout. En plus de très bien sonner, la Monte-Carlo se veut éco-responsable. Le bois provient de forêts du Jura aux filières propres. Pour éviter le plastique, les boutons de potentiomètre sont par exemple en acier brossé et les micros sont paraffinés à la main et à la cire d'abeille bio. D'une plaisanterie pendant le confinement, ce projet se concrétise. Une première série de 10 guitares a été proposée en prévente au prix de 3 000 €. Cette série a été réservée en moins de 24 heures. Et pour ceux qui veulent se procurer une Monte-Carlo, il faut s'inscrire sur la newsletter de la marque, celesteguitare.com, et attendre patiemment qu'une nouvelle série voie le jour. On va donc patienter. Très jolie guitare et très joli son en tout cas. Autre style, autre ambiance, Julie Depardieu est en principauté pour 2 événements et elle est ce soir sur Monaco Info. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez cet après-midi à l'auditorium Régnier 3, accompagné par les solistes de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour conter Casse-Noisette, car avant d'être le ballet de Tchaïkovski, c'est un conte d'Hoffmann adapté par Alexandre Dumas. Plongez-nous dans cette histoire. Même moi, je connaissais le ballet, mais je ne connaissais pas cette fabuleuse histoire écrite par Hoffmann. C'est fou, hein, c'est complètement... D'ailleurs, quand on voit le ballet, on se dit que c'est un peu fou, les objets dansent et tout ça, mais c'est très joli comme histoire. J'ai été vraiment contente de le faire parce que j'ai découvert cette histoire que je ne connaissais pas. Alors, parlez-nous justement de cette histoire. Eh bien, ça se passe quelque part au pays imaginaire où il y a une petite fille et un petit garçon qui, c'est la période de Noël et ils sont chez eux, ils attendent les cadeaux et tout ça. Et il y a l'oncle Drosselmeyer qui est un réparateur d'horloges qui aussi fabrique des espèces de petits automates. Et il y a ce fameux Casse-Noisette, mais c'est dingue comme histoire, c'est vachement dur à résumer, qui en fait, ce Casse-Noisette, c'est en même temps un prince qui se cache dans le casse-noisette. Mais il y a la malédiction des souris. Vous voyez, c'est compliqué. Et en même temps, c'est très bien écrit. Hein, c'est quand même Dumas qui l'a traduit. Et c'est vraiment un rêve. C'est comme un rêve. Une première qui vous permet de conjuguer 2 de vos passions, la scène et la musique classique. Ah, la musique classique, ça c'est sûr. Ouais, j'étais trop contente. J'ai entendu dire que vous étiez passionné aussi par Tchaïkovski et que vous écoutiez un passage très précis lorsque vous deviez pleurer dans une scène de film et que les larmes vous venaient immédiatement. C'est vrai ça ? Immédiatement, oui. J'avais un numéro... ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé qu'on me demande de pleurer. Mais c'est dans le concerto piano, 2e mouvement, vers la minute 17-18. Mais... Je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne me souviens plus, mais j'avais un endroit de crescendo, pas possible. Et quand on me demande de pleurer, mais ça vient, mais tout de suite. Tchaïkovski, moi, de toute façon, je l'adore. Il a une vie terrible, terriblement difficile. Et c'est un homme, j'ai l'impression que je le comprends. Je l'adore. Alors on va attendre un peu avant d'écouter ce morceau et de pleurer. L'autre événement, c'est demain au Théâtre Princesse Grace avec la flûtiste Juliette Hurel et la pianiste Hélène Couvert. Vous nous emmenez à la découverte de Missia Sert, une pianiste tombée dans l'oubli qui fut pendant longtemps la muse des plus grands. Qui était-elle ? Alors c'était une femme extraordinaire. C'est pour ça qu'avec Juliette et Hélène, on a eu envie d'en parler parce qu'au début, on ne se connaissait pas. Enfin, moi, je ne connaissais pas. Et en plus, j'aimais pas tellement la flûte. Maintenant, j'adore la flûte. Et tout le répertoire qu'elle joue, c'est qu'en fait, elle joue ce que Missia avait dans son salon. Elle avait quand même Ravel, Debussy, Stravinsky. Elle avait tous les plus grands dans son salon. C'est fou. Fauré était son professeur. Et c'est une femme passionnante qui n'a pas très bien commencé dans la vie. Sa mère est morte en couche. Elle a été l'élève de Fauré. Elle a été une très grande pianiste, mais c'était une époque où on n'en faisait pas son métier comme ça, surtout qu'elle venait d'une famille quand même... elle était issue, son grand-père était un immense violoncelliste. Et donc, elle n'a
pas été pianiste parce que, mais même si elle jouait toute la journée pour les plus grands, hein, je crois que Mallarmé, elle était voisine de Mallarmé et elle jouait pour lui. Il a écrit tant de choses à son contact. C'est quelqu'un qui avait la grâce, qui avait certainement un charme fou et qui a inspiré les plus grands. On sent qu'elle vous passionne, cette femme, et que vous auriez aimé la rencontrer. Que lui auriez-vous dit ? Je ne sais pas, je l'aurais surtout observé, j'aurais adoré avoir été une petite souris dans son salon, vous voyez, parce que je pense elle avait un charme fou, mais comment le savoir? Après, il y a des écrits, hein. J'ai évidemment le spectacle qu'on fait avec Juliette et Hélène, on s'inspire que de son livre à elle, parce que les gens disent qu'elle était un peu menteuse, elle mentait sur son âge comme toutes les femmes, mais je pense que, en tout cas, tout ce qu'elle raconte, nous, ça nous passionne et c'est quand même une très belle sortie pour écouter. Mais Juliette Hurel en flûtiste, c'est dingue. Elle joue le prélude à l'après-midi d'un faune. Moi, je veux dire, on a fait ce concert, mais c'est toujours pour moi un frisson intégral. Elle joue tellement bien. Ouais, c'est un spectacle déjà bien rodé hein, dans plusieurs villes de France. Comment réagit le public ? Le public est quand même médusé parce que c'est vrai qu'au début, ils ne savent pas exactement ce qu'ils vont voir. Vous voyez, on joue ça dans un théâtre, c'est pas vraiment un concert, même s'il y a de la musique sublimement jouée, et qu'en même temps, je parle. Des fois sur la musique et des fois non. Et je raconte l'histoire de cette femme qui était extraordinaire et qu'on a complètement oubliée. Donc ça fait quand même beaucoup d'informations. Mais en même temps, les gens sont ravis de rencontrer cette personne qui était Missia et qui a été injustement oubliée, qui a été peinte par les plus grands. Je pense que personne n'a été aussi peint qu'elle en 1900. Elle a été peinte par Renoir, Bonnard, Vuillard, Toulouse-Lautrec. Tout le monde voulait la peindre. Donc c'est un concert où on projette comme ça des images d'elle peintes, parce qu'elle a été peinte par tout le monde. Elle est dans les plus grands musées du monde et nous, les Français, on ne sait même plus qui c'est. Donc on essaye de réajuster ça et d'informer les gens que c'était une femme extraordinaire. Et c'est un très bel hommage que vous lui rendez. Missia, certes, reine de Paris, c'est au théâtre Princesse Grace, jeudi à 20h. Merci Julie Depardieu. Merci à vous. Parfum de reprise en basket après une semaine sans compétition, la Roca Team retrouve l'Euroleague. Yannick Debeuvert et Sylvain Péroumal sont déjà à Belgrade et devant même la salle du Partizan, la Stark Arena. Bonsoir Yannick. Bonsoir Sébastien, bonsoir à toutes et à tous. C'est effectivement la rentrée pour des Roca Boys qui ont quand même pu avoir quelques jours de repos après leur dernier match de 2022 face à Kaunas. C'est une rentrée avec le thème du baptême du feu ici à la Stark Arena, l'antre du Partizan Belgrade. C'est une des salles les plus connues en Europe pour sa ferveur et son hostilité à l'encontre des adversaires. Ça le sera encore plus pour Monaco puisque le coach Sacha Obradovic est un enfant et même un héros de l'Étoile Rouge. L'autre club de Belgrade est donc l'ennemi juré. Sur cette deuxième partie de saison, Monaco va chercher à gagner en maîtrise sur ses matchs. Excepté la première rencontre face à la Virtus Bologne, Monaco n'a jamais gagné un match par plus de 9 points. C'est donc évidemment un axe de progression sur cette deuxième partie de saison. Et puis ce match face aux Partisans marque la fin de la phase allée de l'Euroleague. Monaco s'en sort très bien puisqu'ils sont actuellement 3e du classement. Le Partizan Belgrade est une équipe en forme avec 3 victoires sur les 3 derniers matchs, dont 2 face aux 2 clubs stambouliotes de l'Anadolu Efes et Fenerbahçe. Ce match face aux Partisans marque également de chaudes retrouvailles avec 2 anciens Roca Boys. Danilo Andjusic, déjà qui a fait partie de l'équipe historique l'année passée, celle qui a atteint les playoffs pour sa toute première participation en Euroleague, on s'en souvient. Et puis également Mathias Le Sort, le vainqueur de l'Eurocup, qui est aujourd'hui l'homme fort du Partizan Belgrade puisqu'il est tout simplement le 2e meilleur joueur de la compétition en termes d'évaluation, juste derrière Sacha Vezenkov. Voilà pour la présentation de ce match. Vous pourrez retrouver cet énorme duel entre le Partizan Belgrade et la Roca Team ce jeudi à 21h et en direct sur Monaco Info. Et vous pouvez compter sur nous. Merci Yannick. Dernière occasion de découvrir Sensualita. L'exposition se tient jusqu'à dimanche à l'Espace 22. David D'Alessandro nous propose de magnifiques aquarelles en noir et blanc. La météo en couleur à présent de Vanessa Dessy. Bonsoir Vanessa, quel temps fera-t-il demain ?
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Pas de grands changements ce jeudi. Le soleil fera des apparitions une grande partie de la journée. Les températures oscilleront de 11 à 14 degrés. Le soleil se lèvera à 8h02 et se couchera à 17h08 et nous fêterons les Édouards. Merci Vanessa, c'est la fin de ce journal. On se quitte avec les photos des obsèques de Monseigneur Barcy, prises par Mickaël Alési et Stéphane Dana. Excellente soirée sur Monaco Info.